Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je suis très heureux d'être ici et de clôturer cette session autour de la thématique des seniors. Je suis le docteur Thomas Firling, je suis médecin généraliste, maître de stage des universités à Aix-en-Provence et maître de conférences associé au département universitaire d'Aix-Marseille Université. La présentation que je vais vous faire là va vous demander des ponts cognitifs avec les différentes sessions précédentes. J'espère que vous les trouverez et que ça vous plaira. Je ne déclare pas de lien d'intérêt avec la thématique ni la présentation que je vais vous faire. Je vais vous faire une présentation autour de l'étude Les médecins généralistes et l'équipe mobile de gériatrie ambulatoire, l'exercice coordonné autour de l'examen gériatrique standardisé. Et je remercie l'ensemble de l'équipe de recherche qui a participé à ce travail. Je vais vous le présenter suivant le plan suivant. On va commencer par le contexte, la méthode, les résultats, une discussion et enfin la conclusion. Et nous avons 10 minutes à passer ensemble. Le contexte, je vais le passer. Je pense que vous l'avez déjà eu. Une personne sur 5 en 2050 aura plus de 60 ans. Pour répondre à cette problématique, en 2007, les ARS ont créé les équipes mobiles de gériatrie extra-hospitalière, équipe de second recours qui va aller se projeter au domicile du patient dans l'objectif d'appuyer les structures ambulatoires existantes, d'effectuer un examen gériatrique standardisé et de produire des recommandations fournies aux équipes ambulatoires existantes. En 2020, dans notre beau pays d'Aix-en-Provence, nous avons vu l'émergence de l'équipe mobile de gériatrie extra-hospitalière. Suite à l'arrivée de cette équipe, nous nous sommes posé la question des nouveaux équilibres entre les soignants sur ce territoire. Et pour ce faire, cette étude va explorer les perceptions et comparer les attentes des professionnels de santé, des médecins généralistes et des membres de l'équipe mobile de gériatrie extra-hospitalière. Et va aussi explorer l'acceptabilité de ce nouvel acteur et tenter de dégager des axes d'amélioration. C'était une étude qui a suivi une méthode qualitative basée sur la théorisation ancrée. Nous avons réalisé des entretiens semi-dirigés entre novembre 2022 et avril 2023. Nous avons inclus des médecins généralistes et des membres de l'équipe mobile de gériatrie extra-hospitalière du Pays d'Aix. Les médecins généralistes ont été inclus à partir du listing de médecins généralistes travaillant avec l'équipe mobile de gériatrie. Nous avons échantillonné de façon raisonnée des médecins généralistes à partir de ce listing-là. Tous les verbatims ont été double codés, nous avons triangulé les données. Passons maintenant aux résultats. Nous avons interrogé 16 personnes, 9 médecins généralistes et 7 personnes de l'équipe mobile de gériatrie extra-hospitalière. De ces 16 entretiens, nous avons pu tirer 3 grandes catégories que nous allons passer maintenant en revue. La première est celle de l'équipe mobile comme une réponse à des problématiques de santé du territoire. L'équipe mobile de gériatrie extra-hospitalière, une réponse à des problématiques de santé du territoire, en commençant par une réponse à différents niveaux de compétences. Je fais des soins gériatriques, donc je me débrouille en général pour M2. Savoir s'il faut utiliser les analgésiques, quel antalgique, faut-il aller jusqu'à la morphine pour M6? On a différents profils de médecins généralistes qui ont des demandes singulières et différentes avec différents niveaux de compétences et d'affinité vis-à-vis des soins gériatriques. Et l'équipe mobile allait s'adapter à ces différents niveaux de compétences et y répondre. Une réponse au manque de disponibilité des médecins généralistes au domicile des patients. Mais c'est la réalité, à un moment donné, dans une visite de 10 ou 15 minutes, et puis on fait ce qui est strictement nécessaire pour M3. Là, on fait le lien avec l'ICOP de tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il y a la réalité du terrain. On est face à des médecins généralistes qui ont un exercice qui est contraint par une temporalité, par un exercice qui est pluriel et par de multiples demandes. Nous ne sommes pas pressés par le temps et nous pouvons prendre le temps dont nous avons besoin pour E6. Et l'équipe mobile de gériatrie extra-hospitalière allait amener du temps possible par l'exercice pluriprofessionnel et la pluralité des acteurs qu'ils vont amener au domicile du patient. Une réponse à l'isolement médical. C'est pour cela que l'équipe mobile ambulatoire est vraiment un soutien, parce qu'elle permet de se sentir moins seul pour M3. Cela peut redonner un peu d'énergie à ces médecins généralistes qui, de temps en temps, peuvent être un peu désespérés. On sent une certaine empathie vis-à-vis des médecins généralistes et une valorisation aussi du travail des équipes des médecins généralistes avec ce sentiment de désespoir. Et vous verrez, ça va être résonnant dans les différents verbatims. Sentiment d'attachement au travail, tâches de travail lourdes et travail actif avec des difficultés de par la charge de travail. Passons maintenant à la catégorie numéro 2, l'approche holistique de l'équipe mobile de gériatrie extra-hospitalière autour de l'examen gériatrique standardisé. Cette approche holistique, elle permettait de répondre à l'absence ou aux limites des aidants. Et donc là, on arrive tout de suite à la précédente présentation. Merci beaucoup. Bon, en fait, l'équipe mobile de gériatrie ambulatoire, c'est pour toutes ces situations quand l'aidant principal est épuisé ou quand la personne est isolée pour M3. La grande difficulté qu'on retrouve, c'est souvent des familles qui ne comprennent pas, voire parfois ils sont trop épuisés pour essayer de comprendre pour E5. Elle répond aussi à l'impact émotionnel ressenti, soulagement de ne pas avoir à gérer cela tout seul, M4.
Le fait que nous soyons là de l'extérieur fait que nous pouvons avoir des idées un peu différentes auxquelles le médecin généraliste n'aurait pas pensé parce qu'il a la tête dans le guidon. Toujours notion de valorisation du travail, empathie vis-à-vis du travail fait et impact émotionnel vis-à-vis des médecins généralistes qui se sentent épaulés dans des situations où jusqu'à présent ils se sentaient seuls. Une réponse au refus ou au déni de soins. L'avis du médecin a moins de poids que lorsqu'il s'agit d'un problème purement médical, donc approche globale. Et c'est là que les autres manquent. Donc la notion de pluriprofessionnalité, de collégialité amenée par l'équipe mobile. Je pense qu'on a parfois une bonne équipe de négociateurs pour E5. Un rôle de libérateur de parole, sous-catégorie que je vous présente, mais comme étant, il faut le noter, uniquement présente chez les membres de l'équipe mobile de gériatrie. C'est pas quelque chose que nous avons retrouvé chez les médecins généralistes. Les membres de l'équipe mobile de gériatrie ont tous exposé le fait que tout ce que la personne n'ose pas dire, c'est à nous de briser les tabous. Qu'ils ont ce rôle de libérateur de parole, ils le ressentent en tant que tel, de pouvoir amener de la nouveauté aussi par l'interaction avec le patient. Nous allons passer à la dernière catégorie, qui c'est des limites singulières pour chaque groupe professionnel. Discordance de temporalité d'action. Nous allons sur le résultat principal de notre étude. Cette discordance de temporalité d'action, elle s'exprime à plusieurs étages. Vu que tout a été optimisé, il n'y a pas d'intérêt là-dessus à faire intervenir l'équipe de gériatrie extra-hospitalière pour M3. Donc pour M3, l'équipe mobile de gériatrie n'a pas sa place dans la prévention, ou en tout cas dans les situations qu'il juge simples, mais sa demande émane pour des situations complexes auxquelles il a des difficultés à faire face. Donc vraiment une demande centrée sur M3 vis-à-vis de situations complexes pour lesquelles il demande de l'aide. Je pense qu'il y a toujours une plus-value pour E6. Et là, on est tombé sur des verbatims de l'ensemble de l'équipe mobile de gériatrie qui souhaiteraient étendre leur niveau d'action dans de la prévention et pour quitter le domaine du complexe et aller sur du simple dans un objectif centré patient, d'aller sur de la prévention et de faire aussi de la prévention dans le territoire. Cela nous permet de voir ce qui ne va pas à domicile et d'essayer de l'améliorer. Et là, M8, donc un médecin généraliste, qui lui aussi propose que l'équipe mobile de gériatrie fasse plus de prévention et aille plus sur du simple et quitte un peu son rôle de juste acteur unique dans les problématiques complexes. Alors que là, nous avons M2, souvent c'est que si on fait appel à l'équipe mobile, c'est que vraiment on est dans des situations compliquées à domicile. Discordance de temporalité d'action, manque de visibilité au sein du réseau. Là, on tombe sur des verbatims de médecins généralistes. Il y a beaucoup d'organisations qui interviennent. C'est un peu compliqué comme un millefeuille. Impasse administrative. Le plus gros problème pour nous, c'est toute l'administration que ça implique. Donc, lourdeur de la démarche. Et un service médical rendu satisfaisant, mais jugé insuffisant par l'ensemble des personnes. L'équipe mobile de gériatrie me paraît l'élément indispensable d'efficacité pour une vraie évaluation de ce qui fait la personne âgée. Mais je suis d'accord que les recommandations sont pertinentes. Mais qu'est-ce que je fais? Donc des recommandations qui sont pertinentes autour de l'examen gériatrique standardisé, mais derrière des recommandations qui sont données aux médecins généralistes sans suivi et sans aide à la réalisation de ces recommandations. Sentiment un peu d'abandon a posteriori de ces recommandations. On ne va rien faire de toute façon, à part faire des recommandations qui ont déjà été faites par d'autres personnes pour recettes. On sent un effet miroir dans ce malaise de ces recommandations qui sont posées sur la table sans suite à donner derrière. Manque de retour sur intervention qui fait suite à ce verbatim-là. Je me demande s'ils se sont saisis de cette proposition ou pas, car j'ai pas de retour pour E5. Un retour en tout cas, de fait au médecin traitant pour M4. On voit qu'il y a un réel problème de communication, en tout cas d'organisation de cette équipe qui a été projetée sur le territoire, mais avec un lien qui n'est pas là. En discussion, une réponse aux situations complexes, tous les acteurs, que ce soit ceux de l'équipe mobile de gériatrie ou les médecins généralistes, sont d'accord que la réponse apportée est pertinente. La temporalité d'action questionne, et cette temporalité questionne tant du côté des médecins généralistes que du côté de l'équipe mobile de gériatrie. Aucun des deux n'est satisfait sur la temporalité telle qu'elle a été établie. Le suivi des préconisations pose problème. Et le suivi des préconisations pose problème parce que manque d'action, et les deux, que ce soit l'équipe mobile ou les médecins généralistes, sont d'accord pour qualifier ce manque d'action comme étant péjoratif vis-à-vis de la suite et de l'action de l'équipe mobile de gériatrie. Les forces et les limites de cette étude, c'est la première étude qualitative en miroir sur ce thème en France. Il y a une validité externe des résultats dans la littérature. Nous avons un biais de sélection car nous sommes quand même partie de la liste de l'équipe mobile de gériatrie. Il y a une surreprésentation des médecins généralistes en maison de santé pluriprofessionnelle et tous les médecins font des visites à domicile, ce qui n'est pas le cas de l'intégralité des médecins généralistes en France. En conclusion, il y a un accord global sur la capacité d'appui des équipes de soins ambulatoires et
de l'efficience de cet appui par cette équipe mobile. La problématique bilatérale de l'action, au vu de la revue de au vu de la littérature, au vu des synthèses et autres, une proposition d'une action centrée sur la demande du médecin généraliste. Donc d'inclure le médecin généraliste comme presque un membre de cette équipe mobile de gériatrie et pas de faire deux camps avec un médecin généraliste d'un côté et une action descendante de l'équipe mobile de gériatrie, mais d'appuyer l'équipe mobile de gériatrie comme étant centrée sur la demande du médecin généraliste et de pouvoir avoir une espèce de liberté d'action un peu plus grande à la demande des singularités des médecins généralistes. Ce qui va nécessiter une communication entre l'équipe mobile de gériatrie extra-hospitalière et les médecins généralistes. Et là, je vous renvoie à l'ICOP de tout à l'heure. Il va falloir organiser une coordination. Est-ce qu'elle sera CPTS centrée? Est-ce que ce sera hospitalier centré sur ces équipes mobiles de gériatrie? Mais projeter un acteur sur un territoire sans organiser la coordination et l'inclusion de l'ensemble des mobs, parce que le médecin généraliste fera partie de cette équipe, les voir comme étant séparés, c'est générer de la frustration à la fois du côté de l'équipe mobile de gériatrie et du côté des médecins généralistes, avec des sentiments de non-efficience au final, et donc cet acteur de coordination va devoir se créer. C'est une nécessité quand on va implémenter un nouvel acteur sur le territoire. Je vous remercie beaucoup de m'avoir écouté. Merci beaucoup pour votre présentation. Et donc les questions. Alexis Bernal, ex-Marseille, pardon. Merci Thomas pour ta présentation. Je me suis régalé comme à chaque fois et bravo d'avoir été l'homme de la synthèse finalement. Deux petites questions. Déjà, tu connais mon goût pour les études en miroir, donc j'étais ravi de ce travail. Parfois, ça peut être un peu un lieu de libération de parole pour notamment les médecins qui sont parfois un peu plus ou moins isolés, sans aller dans le cliché, mais est-ce qu'il y a eu au niveau des entretiens une durée d'entretien significativement entre guillemets plus longue du côté des généralistes que de l'équipe mobile? Ça, c'est la première question qui est un peu anecdotique. Et la deuxième, peut-être qui est plus importante pour moi, c'est tu as dit que les équipes mobiles souhaiteraient intervenir un peu plus sur du simple pour élargir leur champ d'action, mais est-ce que derrière ça, il y avait aussi potentiellement une logique partenariale et d'accompagnement, de montée en compétences des médecins généralistes pour qu'ils soient plus à l'aise dans certaines situations peut-être intermédiaires ou en tout cas où la complexité n'était pas encore trop importante? Merci beaucoup Alexis. Je suis en train de passer un DU de réponse aux questions d'Alexis Bernal. Pour répondre à la première question, les entretiens ont été plus longs chez les médecins généralistes, durée moyenne 45 minutes en médecine générale, 38 dans l'équipe mobile de gériatrie. Pour répondre à ta deuxième question, la volonté d'aller sur du simple n'était pas centré médecin généraliste, mais vraiment centré patient. Et ça rejoint vraiment l'ICOP, avec cette notion de prévention, d'aller vers du dépistage, de la fragilité, de travailler sur la fragilité. La notion de fragilité, là, on est contraint par le temps, mais elle ressort. Et elle n'est pas dans le cahier des charges de l'équipe mobile, en tout cas telle que décrite là, quand ils interviennent dans des notions complexes. On est sur de la fragilité déplacée, on est déjà sur de la complexité, ils interviennent plus sur des situations critiques que sur ces notions de fragilité. Ils ont une vraie volonté d'aller dessus, centré patient. Après, la réflexion sur la montée en compétence des patients, des médecins généralistes, elle transparaît effectivement dans les verbatim et dans ce côté respect mutuel et cette lanterne que peut être l'expérience. Et donc d'amener de l'expérience en tant que structure d'appui aux médecins généralistes, oui, c'est quelque chose que nous retrouvons. Merci à toi. Il faut me poser une autre question, sinon il va en reposer une. Bonjour, Blandine Billet de Rouen. Merci pour ce travail, c'était très très intéressant. Je rejoins tout à fait l'idée que pour moi les équipes mobiles de gériatrie elles sont là aussi pour repérer la fragilité et que c'est un très bon relais pour faire des évaluations gériatriques quand on n'a pas une IPA, quand on n'a pas une infirmière azali dans sa maison de santé ou qu'on est médecin généraliste dans un petit cabinet de groupe. Donc je pense qu'elles ont toute leur place pour aller faire ces évaluations gériatriques. Toute la question derrière c'est
je suis d'accord, c'est qu'est-ce qu'on en fait, et si on met un PPS derrière, qui s'en occupe, qu'est-ce qu'on met en place. Donc effectivement, il faut intégrer les équipes mobiles de gériatrie, je pense, dans nos CPTS et réfléchir à travailler avec eux, notamment sur des RCP. Nous, chez nous, dans notre maison de santé, ils sont assez investis sur des RCP, ils viennent volontiers discuter de patients avec nous. Je voulais juste en rural, ce qui est parfois compliqué, c'est les gériatres. En fait, nous, sur notre secteur, on travaille avec l'équipe mobile de gériatrie, mais il n'y a plus de gériatres. Donc, pour les synthèses, par exemple, d'évaluation gériatrique, c'est très compliqué. Ils sont un petit peu dans la panade. Donc, je pense que sur des gros hôpitaux, ça pose moins de soucis. Mais il y a quand même une grosse pénurie de gériatres et je pense que mon secteur n'est pas isolé, mais voilà. Merci beaucoup. C'est très intéressant. Nous, on est riches. Non, mais j'en suis conscient. Mais c'est aussi une richesse dans l'évaluation. Parce qu'on a un gériatre, on en a même 2, on va en avoir un 3e. Donc on a une équipe qui est constituée, et ça génère c'est pas des tensions, mais ça génère du coup des nouvelles articulations avec les médecins généralistes. Mais malgré cette richesse, on voit qu'il y a des médecins généralistes qui ne sont pas là à certains endroits. Et donc l'équipe mobile de gériatrie peut aller prendre en fait la place. Il y a des espèces de niches écologiques qui vont se créer. Par moment, l'équipe mobile de gériatrie a eu là un seul médecin sur les 3, donc elle s'est mise un peu en retrait. Donc il y a énormément de choses à étudier et c'est très intéressant. Et merci d'avoir replacé les IPA, Azalée, tous les autres acteurs qui du coup émergent sur le territoire, et c'est vraiment le lieu et l'intérêt d'aller articuler les soins. Et il y aura, je pense moi, pas de schéma descendant carré sur cette articulation des soins, mais il y a des singularités locales, et c'est tout l'intérêt de ce travail, c'est de se centrer en fait sur les singularités locales, et chacun pourra piocher dans ce qui est dans son territoire. Nous, on n'a pas d'IPA. J'ai entendu que vous en aviez et je suis assez envieux, mais c'est vrai qu'on n'a pas d'IPA. Et moi, ça me pose la question de la place de l'IPA là-dedans. Et il y a des études sur les post-préconisations suivies tous les 6 mois. Il y a une étude en cours sur la place de l'IPA dans le suivi à 6 mois des préconisations et l'impact que ça aurait. Donc j'attends les résultats de cette étude avec beaucoup d'intérêt. On voit déjà, du coup, moi je travaille à la fois avec l'équipe mobile de gériatrie sur la CPTS, sur certains médecins qui n'ont pas la chance d'avoir l'IPA, et avec notre IPA, et je vois quand même la différence entre l'équipe mobile de gériatrie qui ne connaît pas le patient, qui arrive à domicile, qui va faire une évaluation quand même à domicile, mais sans connaître le patient, et qui repart et qui donne sa synthèse, et l'IPA qui, elle, va connaître le patient, va suivre, va mettre le PPS en place, derrière, va mettre des préconisations, et en fait, il y a une relation qui se crée, et c'est quand même pas... je vois la plus-value quand même d'avoir vraiment un réseau autour de la personne âgée, autre que l'équipe mobile de gériatrie qui vient une seule fois à domicile. Après, c'est vraiment un dispositif indispensable, je pense. Mais, Merci beaucoup. Et ça, je pense vraiment à la singularité des exercices et au côté aussi historique de ce qu'il y a sur le territoire et de qu'est-ce qui a été fait depuis quelques années et comment les gens se sont culturés et comment les gens se sont accaparés les outils. Merci. Bonjour, Aurélien Tassot, interne sur Marseille. Il y avait plusieurs problématiques qui avaient été soulevées, c'est-à-dire à la fois sur les moyens de mise en œuvre des préconisations de l'équipe mobile de gériatrie et aussi la nécessité d'avoir un retour coordonné. Et je voulais savoir quelle était la place que pouvait avoir l'équipe mobile de gériatrie, par exemple, au milieu d'une DAC, ou alors c'est des choses qui sont peut-être pas forcément très bien installées, mais entre les plateformes d'appui territorial ou ce genre de choses. Quelle est la place de l'équipe mobile de gériatrie au milieu de ça et quelle pourrait être la plus-value voilà. Oui, donc l'articulation entre l'équipe mobile et la DAC, est-ce que la DAC pourrait prendre la place de coordination en fait de cette équipe avec le... Tout à fait, oui. Ouais, c'est ça ? Oui. Oui, c'est une hypothèse, hein. C'est une hypothèse et qui dépend en fait de ce que la DAC représente sur le territoire. Nous, on a une DAC sur le territoire, mais qui ne fait pas ce rôle de coordination, qui fait un rôle de coordination autre, mais en tout cas qui ne fait pas le lien entre les médecins généralistes et l'équipe mobile de gériatrie extra-hospitalière. Et on le voit, il y a très peu de liens. Le lien, il est fait avec une feuille de papier. Okay. Et donc, j'ai pas de réponse toute faite. Je pense que ça dépend vraiment de l'organisation locale et de la place que prend la DAC localement.
Ok, merci beaucoup. Merci Aurélien. Si je peux juste compléter sur le DAC, parce que c'est très nouveau, je pense effectivement, hein, c'est très différent d'un territoire à l'autre. Nous, finalement, le DAC chez nous, il appelle directement l'équipe mobile de gériatrie quand il a une situation complexe. Et des fois, du coup, ça entraîne des situations, je pense que de toute façon, il faut que ça évolue sur chaque territoire, mais des fois, c'est une équipe sociale qui va faire intervenir le DAC, et le DAC va appeler l'équipe mobile de gériatrie pour faire une évaluation à domicile, et sauf que le médecin n'est pas au courant. Donc sur les réunions, là, on est en train de discuter sur comment on peut coordonner tout ça. C'est pas forcément évident, mais le DAC, il a toute sa place. Mais des fois, et puis le médecin n'est pas forcément d'accord, d'ailleurs.